Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, car la semaine dernière, nous découvrions au travers de la publication du journal officiel que 2 binationaux ont été déchus de leur nationalité française, un franco-marocain et une franco-turque condamnés pour avoir projeté des attentats en France. Une décision, alors là, c'est là que c'est intéressant, qui a été prononcée par décret du Premier ministre après avis conforme du Conseil d'État. C'est donc l'occasion pour nous de faire un point sur cette déchéance de nationalité en France. Depuis quand déjà existe-t-elle et quelles sont ses modalités d'application? Est-ce finalement une bonne chose? Pour toutes ces questions, je me tourne vers Guilain Benessa. Bonjour Guilain Benessa. Bonjour Clémence Diakova, bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en droit public, avocat, philosophe, enseignant à l'Université de Strasbourg, auteur de 2 livres, L'état de droit, les preuves du terrorisme et votre dernier livre, Le totem de l'état de droit, aux éditions L'Artilleur. Là, c'est plutôt le premier livre qui nous intéresse, celui de l'état de droit, les preuves du terrorisme. Alors, est-ce que cette réponse, finalement, punitive, cette déchéance de nationalité, selon vous, répond à cette épreuve du terrorisme ? Écoutez, alors petit correctif, en réalité j'en parle dans les 2 livres, non pas que je sois là pour faire les deux, pour parler des 2 à la fois, mais parce qu'en fait la déchéance de nationalité, je précise cela parce que la déchéance de nationalité, elle joue à la fois sur la question à proprement parler du terrorisme, dans notre cas actuel des deux personnes concernées, et à la fois elle joue sur la question plus largement des moyens à la disposition de l'État de droit pour lutter face aux menaces qui le guettent, mais quelle que soit la menace, c'est-à-dire en l'occurrence le terrorisme, mais plus généralement les menaces qui pèsent sur lui et qui nécessitent un renforcement des moyens à la disposition de l'État. Alors, la déchéance de nationalité en tant que telle n'est pas du tout un moyen récent. C'est pas du tout un instrument exceptionnel au sens historique du terme. Ça fait très très longtemps, on va dire, que l'État républicain français dispose des moyens pour déchoir de la nationalité des gens qui portent les armes contre la France. Et en fait, ce qu'on a toujours un peu de mal à comprendre, notamment parce qu'on a vu un très très long et très vain débat sur cette question sous l'égide de François Hollande qui avait voulu le constitutionnaliser. Juste une petite incite, j'ai fait mes petites recherches ce week-end, ou plutôt j'ai regardé quelques vidéos d'il y a quelques années. En fait, à l'époque, tout le monde se hérissait contre la constitutionnalisation de la déchéance de nationalité, alors qu'elle est prévue par le Code civil, qu'elle est parfaitement encadrée par le droit, et qu'en réalité, lorsqu'on l'use, comme le fait aujourd'hui le gouvernement d'Emmanuel Macron, en fait, il ne fait qu'agir à l'aide d'un dispositif classique qu'on utilise en droit et qui permet précisément de couper, de couper le lien de solidarité entre la nation et ses enfants lorsque ces enfants n'ont plus envie d'être ses enfants. Et en l'occurrence, s'agissant de ces 2 personnes, donc une franco-turque et un franco-marocain, ils ont d'un côté projeté d'attaquer une salle de concert, de l'autre a projeté d'attaquer on suggère, on pense que c'est le préfet, en fait, un préfet de région que le franco-marocain voulait attaquer. Donc, dans ce cas de figure, on est dans les 2 cas sur des attaques de nature terroriste, et donc on a considéré des années plus tard qu'il fallait les déchoir de leur nationalité parce que tout simplement, ils voulaient s'attaquer à des intérêts fondamentaux de la France. Alors finalement, cette décision prononcée par décret du Premier ministre, elle correspond finalement aux différents moyens, à l'un des moyens de l'État de se défendre face à la montée du terrorisme aujourd'hui en France. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui pour vous ? Alors, de loin pas. De loin pas, et quand je dis de loin pas, je suis encore très 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 loin du compte. En fait, il y a 2 choses qu'il faut avoir à l'esprit. Premièrement, je ne dis pas que c'est symbolique, c'est fondamental de déchoir de leur nationalité des personnes qui se retournent contre la France. Encore une fois, parce qu'on est dans le cas de figure prévu par le droit et parce que de tels individus, à mon sens, n'ont strictement rien à faire sur le territoire français et surtout n'ont strictement pas à bénéficier des avantages liés à la nationalité. Premier élément. Deuxième élément, et on rentre dans la dimension ubuesque de ce type de questions, il faut bien que les auditeurs comprennent que déchoir de leur nationalité de telles personnes, d'une part, évidemment,
découlent de leur binationalité, puisqu'on n'a pas le droit de rendre des gens apatrides, ce qui fait que de toute façon, on ne peut pas le faire avec tout le monde. Il y a évidemment des conditions particulières du type la binationalité, mais surtout, gros souci, et on l'a vécu d'ores et déjà en France, gros souci, c'est que la déchéance ne signifie pas expulsion. Ce qui veut dire qu'il faut en plus expulser naturellement la personne déchue de sa nationalité, en espérant surtout que des pays comme le Maroc, en l'espèce, ou des pays comme la Turquie également sont concernés dans cette affaire, choisissent et acceptent de récupérer leurs ressortissants. On a bien vu avec l'affaire Hassani Hussein, c'était un autre débat que la déchéance, mais que expulser devient un vrai problème dans la mesure où les pays qui disposent de tels ressortissants n'ont surtout pas envie de les récupérer, puisqu'ils savent qu'ils récupèrent très souvent des délinquants qui ont témoigné d'une volonté de ne pas faire grand-chose de très constructif sur les dernières années. On va dire ça comme ça. Donc, on a le volet déchéance qui doit être suivi de volet expulsion et il faut encore les exécuter. Et donc, le problème de tout ça, c'est moins évidemment le prononcé de la déchéance, qui est une bonne chose, mais évidemment de s'assurer que la poursuite de la chose soit, assurée de façon effective par les moyens de l'État. Donc, j'espère qu'à sa sortie de prison, ce franco-marocain sera expulsé et qu'on n'aura pas le nouveau bal des discussions avec les pays qui ne souhaitent pas les récupérer. À voir, ça risque d'être une affaire au long cours à nouveau. Enfin, j'espère que non, mais ça peut l'être également. Oui, et puis alors dans cette question sur l'exécution, on va dire, des peines, enfin des décisions, il y a cette question que vous avez soulevée de l'expulsion, et puis il y a le fait qu'on puisse toujours faire appel désormais à la Cour européenne des droits de l'homme, qui elle peut de nouveau rejuger l'affaire. Alors absolument. Vous savez, on en parle souvent sur cette antenne et à juste titre. Le problème, il est que aujourd'hui, à l'heure où on se parle, le conseil de la franco-turque a d'ores et déjà annoncé qu'il déposerait un recours devant le Conseil d'État, d'après ce que j'ai compris. Et la perspective d'un refus du Conseil d'État, admettons que le recours soit rejeté, peut donner lieu ensuite à une saisine de la Cour européenne des droits de l'homme. Je précise, c'est le fonctionnement, que la CEDH peut toujours être saisie une fois que les voies de recours de droit interne sont épuisées. Donc, il y a toujours la perspective d'aller devant la CEDH. Par contre, il m'arrive assez fréquemment d'être critique, pour le moins, s'agissant de la jurisprudence européenne, et sur 99% des cas, je ne dis pas que je suis le seul à avoir raison, mais il faut le rappeler. En l'espèce, intéressant quand même de noter qu'en 2020, dans son arrêt Goumide, la CEDH s'est positionnée précisément, et sur un cas de figure qui nous intéresse, sur la perspective que la France, une perspective précise, la France avait déchu de la nationalité des ressortissants donc binationaux qui avaient saisi la CEDH pour contester leur déchéance de nationalité. Et surtout, la Cour européenne s'est posé la question de savoir si la mesure était proportionnée, légale et une batterie d'autres points, eu égard au fait que la déchéance de nationalité avait été prononcée bien plus tardivement que l'incarcération, c'est-à-dire que la sanction pénale prononcée. En gros, ça signifie, est-ce qu'on a le droit, dans un premier temps, de jeter en prison un individu, et 10 ans plus tard, de se demander si on peut ou non le déchoir de sa nationalité. Et là, pour une fois, la CEDH en 2020 a donné raison à la France, donc a rejeté le recours de la personne en question, des personnes concernées. Et surtout, il y a 2 points qui, à mon sens, sont fondamentaux. 2 points sur cet arrêt de la CEDH. Premier point donc, la CEDH a considéré que le fait qu'il y ait un laps de temps qui s'écoule ne pouvait pas suffire à considérer que la mesure française était disproportionnée. Ça signifie, comme dans les 2 cas actuels, qu'on peut très bien, une fois que ces 2 personnes sont sorties des geôles, prononcer la déchéance de nationalité. Donc, a priori, la France a le droit de faire ce qu'elle vient de faire. Donc, Elisabeth Borne peut dormir tranquille, en tout cas, espérons-le. Et puisque c'est un décret pris en Conseil des ministres, un décret signé par le Premier ministre. Et deuxième élément de l'arrêt de la CEDH, et alors, là, il faut le retenir parce que la CEDH n'est pas franchement
très favorable à la puissance des États. Hein. En gros, la CEDH, c'est quand même vive la complainte, vive les justiciables, vive les droits individuels et abat l'État. Je veux dire, c'est un peu la caisse, je veux dire, c'est le code génétique de la CEDH. Pour une fois, la CEDH a dit la chose suivante, a dit que dans le contexte français post-Charlie, post-2015, dans la succession d'attentats islamistes que la France a connus, islamistes, la CEDH parle pas trop d'islamisme, hein, faut pas non plus rêver. Hein. Mais en tout cas, la CEDH fait un peu montre de fermeté, dit que il est légitime qu'un État comme la France puisse revoir la fermeté du lien de solidarité qui l'unit à ses nationaux. Ce qui veut dire qu'on peut, et que l'État peut pour une fois, se poser la question de savoir si ce lien-là, qui est un lien intrinsèque, un lien fondamental, le lien de nationalité, j'allais dire le premier lien presque qui unit tout être humain, je veux dire, à la personne morale qui toute sa vie va lui accorder les droits, les privilèges, les obligations, je veux dire, qui pèsent sur lui, la CEDH dit clairement que l'État a le droit de revoir ce lien de solidarité, de le revoir à la hausse, de conseil qu'il veut le raffermir, dans la mesure où, dans un contexte comme celui français, il faut absolument passer un test, en quelque sorte, à l'individu pour savoir s'il mérite ou non, vu ce qu'il projetait de faire contre la France, s'il mérite ou non de profiter de ce lien de nationalité. À mon sens, c'est fondamental. Et pour une fois, on a des juges qui font autre chose que regarder avec un regard soupçonneux et avec la déconstruction à la bouche, le lien national qui est le premier lien qui nous unit à la personne morale qui, quelque part, est notre mère, patrie à tous. Donc, c'est plutôt un arrêt qui, en l'espèce, me tend à penser que ces deux affaires vont nous permettre, de verrouiller la déchéance de nationalité, en espérant ensuite que l'expulsion soit prononcée et qu'elle soit rendue effective. Oui, à vous entendre finalement, Guilla Benessa, que ce soit cette décision par décret du Premier ministre de déchéance de nationalité et puis l'ancienne jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que vous avez citée qui date du 25 juin 2020, dans les deux cas, on va plutôt dans le bon sens, c'est-à-dire une application tout simplement de notre loi et puis une reconnaissance du lien de nationalité très fort entre le citoyen et l'État par la CEDH. Finalement, là, on est plutôt optimiste dans ces deux cas de figure. Alors, vous savez, optimisme, c'est un joli mot, Clémence. On commence la journée proprement, on va dire, cette début de semaine. Alors, oui, en l'espèce, le problème, il est simple. Je suis obligé de tempérer un peu la chose. Optimisme, c'est surtout que pour une fois, on applique le droit tel qu'il devrait être appliqué. On en vient désormais à considérer que l'exception d'appliquer le droit devient exceptionnelle. C'est-à-dire que faut bien comprendre, la nationalité, moi personnellement, que la CEDH accepte ou tolère qu'un État puisse revoir à la hausse son lien de nationalité, le lien de solidarité qui l'unit à ses enfants, ça tombe tellement sous le sens que j'ai envie de dire, pour une fois, la CEDH ne marche pas sur la tête. Donc on peut effectivement s'en réjouir. Ensuite, qu'on applique des dispositions comme la déchéance de nationalité, ça va aussi de soi. On a quand même affaire, et il faut le rappeler même des années après Charlie, on a affaire à des gens qui considèrent qu'un Français, qu'une autorité française est l'ennemi. À mon sens, souvent, dans la multitude des débats qui agitent la France avec les questions de terrorisme, on n'a toujours pas pris la mesure de ce que signifie l'ennemi. L'ennemi, c'est pas un adversaire, c'est un lien c'est une personne qui, de façon existentielle, souhaite la destruction de l'autre. Donc, que dans cette configuration, on considère que l'ennemi doit voir sa nationalité et lui être retirée, c'est le moins qu'on puisse faire dans une telle configuration. Mais ce qui me rend tout de même un peu sceptique ou un peu pas trop optimiste, on va rester mesuré ce matin, c'est que c'est pour moi une mesurette, je veux dire, dans la question générale qui nous agite, c'est-à-dire que l'immigration et l'islam sont la relation entre islamisme et immigration, je vais faire attention à ce que je dis parce que je sais que la correctionnelle est rapide, le lien entre islamisme et immigration, il est fondamental. Ce lien-là, on a tellement de mal parfois à en parler. On a tellement de mal à le traiter qu'on en est réduit à se réjouir qu'une toute partie des mesures existantes soit appliquée. Mais
derrière tout cela, il y a tous les autres arbres qui continuent de cacher la forêt. C'est-à-dire l'islamisme rampant qui menace la France, le lien fondamental que nous devons faire entre la perte de culture française et la question du grand remplacement, je veux dire, qui sont des questions qui devraient agiter les juristes. Parce qu'en fait, il faudrait que pied à pied, les juridictions considèrent et prennent tous ces effets et toutes ces questions de front. J'ai déjà eu l'occasion de parler avec vous sur cette antenne des problématiques liées à la question notamment du voile intégral dans des perspectives d'espace public comme les piscines, etc. Pour moi, toutes ces choses donnent lieu à des jurisprudences qui devraient quelque part être pensées globalement comme une lutte à mort contre l'islamisme plutôt que le dénislamisme qui a été le nôtre longtemps. Donc évidemment, on peut se réjouir que parfois le droit soit appliqué. J'aimerais simplement que petit à petit, les juridictions se mettent à réfléchir globalement et pas uniquement en fonction, je veux dire, de l'opportunité, pour une fois, d'exercer correctement telle ou telle mesure. Pour l'instant, on est au début de quelque chose. J'espère que les années à venir nous donneront, je veux dire, une galaxie de jurisprudence qui sont correctes et qui ne marchent pas sur la tête. Merci beaucoup, Guilain Benessa, docteur en droit public, avocat, philosophe, auteur de L'état de droit à l'épreuve du terrorisme et Le totem de l'état de droit aux éditions L'Artilleur, les deux. Merci encore. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.